Bon, je vous propose qu'on y aille, il est 30. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet atelier consacré à l'entreprise à mission. Cette entreprise qui se définit une finalité sociale et ou environnementale au cœur de son modèle. Cet atelier, nous l'avons intitulé « Entreprise à mission mode d'emploi ». Alors, ça ne s'affiche pas, mais c'est là-haut. Et en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Car ce qu'on constate, c'est que chaque entreprise, à l'image de ce que vont vous raconter ses dirigeants, chaque entreprise, de même qu'elle se détermine une mission qui lui est singulière, de même la démarche qu'elle entreprend lui est propre, selon sa culture, selon ses valeurs, selon son histoire, son dirigeant, sa structure actionnariale et tout un tas de facteurs. Par ailleurs, la démarche de l'entreprise va évoluer dans le temps également. Car la démarche de l'entreprise à mission, enfin l'entreprise à mission, ça ne s'arrête pas au moment où on est société à mission. C'est une démarche de transformation qui transforme, qui bouge et qui évolue dans le temps et qui se dessine au fur et à mesure. Ce qui fait sens en revanche pour les dirigeants qu'on peut rencontrer au sein de la communauté des entreprises à mission, c'est de s'inspirer de l'expérience d'autres dirigeants qui sont eux plus avancés dans leur chemin. D'où cet atelier aujourd'hui où vont témoigner 3 dirigeants, je vais vous qualifier de pionniers. Vous pouvez retirer vos masques, je crois. Vous êtes à distance, je crois qu'on m'a dit ça. Ah oui. Oui, on m'a dit ça. Pauline Dorgeval, tu es cofondatrice et présidente de Deuxième Avis. Emery Jacquilla, au milieu, président de la CAMIF. Et tu as cofondé la communauté des entreprises à mission que tu présides aujourd'hui. Et Guillaume Desnaux, tu es cofondateur et dirigeant de Allenvie et tous les 3, vous êtes membres de notre communauté. Alors pour que nous gagnions du temps, comme on est assez nombreux et que la salle est grande, je vous invite pour ceux qui le peuvent à se connecter en ligne sur l'outil de Produrable. Donc on essaiera de prendre des questions de la salle également. Pour ce faire, il faut aller sur la page où il y a le programme, rejoindre l'espace qui désigne cette session qui s'appelle Entreprise à mission mode d'emploi. Et là, il y a un outil d'interactivité qui permet de poser vos questions. Rapidement, en quelques mots, la communauté des entreprises à mission est un collectif de dirigeants, d'entrepreneurs, de chercheurs, d'actionnaires, de salariés qui représente aujourd'hui plus de 100 membres entreprises. Et tous sont convaincus que le modèle de l'entreprise à mission apporte à l'entreprise des facteurs essentiels à sa performance et à sa résilience. Et d'autre part, que les entreprises à mission sont un levier puissant de transformation de la société pour l'aider à affronter les défis qu'elle rencontre. Dans une optique d'intérêt général, les membres développent ensemble 3 types d'activités. 1, ils partagent leurs expériences entre pairs de l'entreprise à mission. 2, ils enrichissent ensemble ce modèle, notamment au travers de groupes de travail qui réunissent des dirigeants et des chercheurs, notamment les chercheurs de la chaire théorie de l'entreprise des mines qui ont largement inspiré la loi Pacte. Enfin, ils se mobilisent pour faire rayonner l'entreprise à mission en France et en Europe, et plus largement rendre accessible ce modèle au plus grand nombre, via Internet ou lors de rencontres comme celle d'aujourd'hui. Alors, avant de laisser la parole aux dirigeants qui sont présents ici, je vais vous résumer en 2 minutes le cadre juridique qui a été posé par la loi Pacte l'an dernier autour de l'entreprise à mission. Pour reconfigurer la place de l'entreprise dans la société, la loi a posé un dispositif à 3 étages, 1 obligatoire et 2 optionnels. Ce dispositif, il invite les entreprises à renouer fondamentalement avec ce qu'est une entreprise, c'est-à-dire un projet d'action collective, un projet qui n'est pas seulement guidé par l'intérêt de ses actionnaires, mais qui intègre les attentes de ces différentes parties prenantes, dont les actionnaires font partie, mais également les salariés, les consommateurs, la société civile, etc. Le premier étage, celui qui est en bas, qui concerne donc toutes les entreprises, a modifié la définition de la société dans le droit français. Alors que la société, jusqu'ici, n'était définie qu'en référence à l'intérêt de ses associés, la loi a corrigé ce déséquilibre en ramenant l'entreprise et la RSE au cœur de la gestion de la société. La loi a ajouté dans le Code civil lui-même, c'est quelque chose d'inédit, à l'article 1833,
une phrase majeure que je cite texto et que je lis bien pour être sûr de ne pas la trahir. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, le deuxième étage indique que les sociétés qui le souhaitent peuvent inscrire dans leur statut leur raison d'être, la raison d'être de leur entreprise, pardon. Donc cette raison d'être, elle projette les entreprises dans leur environnement et dans un horizon de long terme. Et quand elles l'inscrivent dans leur statut, les sociétés s'engagent à y affecter des moyens. La raison d'être devient une boussole qui doit venir guider la stratégie et les décisions clés de l'entreprise. Le troisième étage, c'est celui de la société à mission. Il offre un cadre formel aux entreprises qui souhaitent plus résolument contribuer au bien commun. C'est un cadre bien plus engageant puisque la qualité de société à mission est assortie d'une obligation de moyens. Ces moyens, s'ils ne sont pas respectés, donnent lieu à révocation de la qualité de société à mission. Alors ces moyens, ils sont en gros de deux types. Un, c'est qu'au-delà d'une raison d'être, l'entreprise doit formuler des objectifs sociaux et environnementaux qui l'engagent. Deux, elle doit mettre en place des dispositifs de gouvernance et de contrôle spécifiques qui vont garantir la mise en œuvre de cette mission. Alors cette loi a 3 étages, dont les derniers, pour rappel, sont optionnels. Dans l'esprit de cette loi, le législateur a cherché à favoriser une dynamique d'aspiration. Bon, 1 an après cette loi, il est tôt pour valider que l'aspiration est là, mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent. Sur ce slide, on en a énuméré certaines. Alors, on entend partout des annonces, en tout cas beaucoup d'entreprises ont inséré leur raison d'être dans leur statut. Et par ailleurs, certaines ont adopté la qualité de société à mission. Elles sont de taille, de profils variés, de secteurs variés, de structures actionnariales variées. La communauté des entreprises à mission a décidé de lancer prochainement un observatoire dont l'objectif sera notamment de suivre ce mouvement. Il sera accessible en ligne. Voilà résumé très rapidement les fondamentaux de la société à mission, ce qu'exige la loi. Donc c'est 1, la formulation d'une raison d'être qui est assortie d'objectifs sociaux et environnementaux, et ou environnementaux. 2, un comité dédié au suivi de cette mission qui est distinct des organes sociaux existants et dont la loi exige qu'il soit composé au moins d'un salarié. L'entreprise inscrit ces éléments dans les statuts et se déclare au greffe. Et le 3e point, c'est le contrôle périodique par un organisme tiers indépendant qui vérifiera si effectivement elle se donne les moyens d'accomplir sa mission. L'avis de cet organisme est joint au rapport du comité de mission, mais il est également publié sur le site internet de l'entreprise. Voilà pour le résumé de départ. Je vous propose maintenant d'écouter les dirigeants ici présents, en commençant par, vous n'êtes pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, toi Guillaume, si tu le veux bien. Alors, Guillaume, tu avais créé déjà une entreprise Alvarom en 2007, avant de cofonder en 2016 Allenvie pour humaniser l'accompagnement des personnes âgées en France. Tu le diras mieux que moi. Comment avez-vous formulé la mission d'Allenvie? À quoi vous engage-t-elle concrètement? Quelle gouvernance avez-vous mise en place autour de cette mission? Qui, avec quel rôle? Vous faites partie des premières sociétés, des premières entreprises qui sont devenues sociétés à mission. Qu'est-ce que ça change pratiquement? Pourquoi? 5 minutes. Parfait. Merci. Merci Élodie. Peut-être te laisser juste mettre le slide d'après pour... comme ça, il y a notre raison d'être. Vous pouvez lire en même temps notre raison d'être et nos objectifs. Bonjour à tous. Donc, en 2 mots, Allenvie, c'est donc une entreprise sociale qu'on a créée il y a 4 ans face au constat qu'on disait partout qu'on voulait bien accompagner les personnes âgées, mais qu'on ne prenait pas soin ou peu soin de ceux qui prennent soin. Donc, les 500 000 professionnels du grand âge, notamment les auxiliaires de vie qui vont au domicile des personnes âgées. Et donc, nous, on a créé d'abord un opérateur de services à domicile qui fonctionne sur un modèle qui valorise les professionnels, à la fois via le contrat de travail en CDI à 35 heures, mais aussi avec une autonomie très forte, donc une organisation en équipe autonome qui vont eux-mêmes gérer leur planning, la relation avec les familles, la qualité de leurs accompagnements. Et donc, avec ça, on change radicalement la manière dont le métier fonctionne. On remet l'humain et le professionnel au cœur du métier. Aujourd'hui, c'est 80 auxiliaires d'Envie qui accompagnent des bénéficiaires à Paris et à Lyon. Et en fait, ce mode d'organisation est en train de devenir peu à peu
je dirais presque une inspiration, un modèle dans le secteur. Et donc, on a créé Compagnie, qui est une entreprise de formation et d'accompagnement qui accompagne aujourd'hui près de 1000 professionnels dans d'autres structures d'aide à domicile, à la fois des encadrants et des auxiliaires de vie, via de la formation, pour les aider justement à intégrer la dimension savoir-être, la dimension collaborative dans leur métier. Parce qu'aujourd'hui, dans ces métiers-là, elle est assez occultée. On a beaucoup de systèmes d'organisation très pyramidaux qui finalement infantilisent un peu les professionnels, là où en réalité leur métier demande beaucoup d'initiative et de responsabilité. Pourquoi on est devenu société à mission? Nous, finalement, la raison d'être était un peu latente, puisqu'on a créé cette société pour justement changer la manière dont le secteur fonctionne. Pas uniquement, c'est un projet mais on était à la base 3 associés et puis maintenant une équipe. Ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est pas de créer une entreprise qui marche mieux que les autres ou qui marcherait différemment et dont on pourrait se gargariser. C'est vraiment de résoudre un problème sociétal, social dont on a fait le constat et d'avoir un impact le plus fort possible sur la résolution de ce problème. Et donc, quand on a vu la société à mission arriver, en fait, ça nous a paru un cadre idéal pour formaliser pourquoi on avait créé cette entreprise. Et puis, finalement, partager aussi, via la gouvernance notamment, cette mission. Parce que la mission de bien accompagner les auxiliaires de vie et indirectement, évidemment, toutes les personnes âgées et toutes les personnes en général qui ont besoin d'aide ou de soins, elle ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est... L'entreprise, d'ailleurs, ne nous appartient pas non plus. Peut-être une partie du capital de notre entreprise nous appartient. Mais la mission ne nous appartient pas. Et donc, à partir du moment où on a vu ce cadre qui permettait de formaliser ça et d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, ça nous a paru assez évident. C'est aussi au moment où on a commencé à faire des levées de fonds, où on s'est dit, dire partout qu'on veut valoriser les métiers du grand âge, en même temps, prendre de l'argent à des investisseurs, même si évidemment ce sont des investisseurs à impact, peut-être que les objectifs des deux, c'est-à-dire l'auxiliaire de vie, elle veut évidemment être mieux rémunérée, avoir des meilleures conditions de travail. L'investisseur, il veut un retour. Est-ce que vraiment les deux intérêts vont toujours être alignés? Bien sûr que non. Comment on va faire se dialoguer ces parties prenantes pour pas qu'à un moment donné, notre discours marketing, ce qui pourrait être vu comme un discours marketing de dire meilleures conditions de travail, on va valoriser les métiers, soit pas complètement en contradiction avec notre réalité financière et qu'on ait une forme de transparence et de dialogue là-dessus. Et donc, ça nous a paru un cadre très, très pertinent. Et donc, on a très vite embrassé la qualité de société à mission. Concrètement, vous voyez au-dessus notre raison d'être et nos objectifs. Juste pour être très pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu les définir via des ateliers collaboratifs. On a pu impliquer à la fois des salariés et des actionnaires. Donc ça, c'était un moment très riche d'avoir justement tout le monde autour de la table. Concrètement, pour vous dire aussi les engagements que vous voyez là, par exemple, améliorer en continu les conditions de travail des professionnels de l'accompagnement. Ça correspond à, derrière, on a écrit ces engagements en sachant, alors ce ne sont pas des engagements chiffrés, parce que dans les dialogues qu'on pouvait avoir, c'était alors pourquoi vous ne mettez pas des choses qu'il faut que ça soit tangible et tout. Donc ce n'est pas tangible, mais par contre on s'est toujours posé la question, quels seront les indicateurs qu'on pourra mettre derrière ces objectifs. Et donc par exemple le premier, on sait qu'on va mesurer notamment le pourcentage de contrats à temps plein, qu'on va mesurer l'augmentation de la rémunération des professionnels. On a un autre objectif qui est donner accès aux innovations d'Allenvie à tous les publics, quelles que soient leurs ressources. On a, depuis, avant même d'être société à mission, chez Allenvie, un tarif social qui modère le prix des prestations en fonction des revenus des personnes. Et donc, on sait très bien qu'on va monitorer la proportion de bénéficiaires à faibles ressources qui bénéficient de ce tarif social. Et c'était déjà, d'ailleurs, notre fonds d'investissement représenté ici, nous avait déjà, avant même qu'on soit société à mission, demandé que dans le pacte d'actionnaires, on s'engage à augmenter en continu la proportion des bénéficiaires à faible revenu dans nos bénéficiaires. Donc derrière, il y a des vraies contraintes réelles. Et là, on a fait une deuxième levée de fonds au printemps. Et en fait, ça, c'était en bonne position dans notre PowerPoint de levée de fonds. Et donc, les investisseurs, c'était déjà très clair qu'ils ne s'engageaient pas uniquement dans un projet financier, mais dans un projet qui avait d'autres objectifs. Et dans le business plan, par exemple, on a, à un moment donné, dans l'activité d'opérateur d'aide à domicile, capé à un moment donné la marge qu'on cherchait à générer en disant, à partir d'une certaine marge, on va chercher plutôt à augmenter plus rapidement les rémunérations, à augmenter plus rapidement la proportion de bénéficiaires à faibles ressources. Et donc, la couleur, je dirais, est affichée d'entrée auprès des investisseurs. C'est vraiment à ça, concrètement, que peuvent servir des objectifs et une raison d'être, c'est à cadrer dès le départ, dans les parties prenantes que vous réunissez pour le projet, bien les attentes de chacun et qu'elles soient dans un cadre. Et après, que ce cadre serve à créer un dialogue au sein du comité, notamment de mission. Alors peut-être vous montrer, nous on a constitué un comité de mission. Alors
qu'on va bientôt réunir pour la première fois, parce qu'on ne l'a pas encore fait, où on a vraiment cherché à avoir un maximum de parties prenantes différentes. Donc à la fois, on a quand même un actionnaire représenté, des salariés, on a un médecin, aidant familial, un référent national sur les problématiques d'isolement de personnes âgées, et également un chercheur en management et gouvernance d'entreprise. Donc on a même mis un chercheur qui est presque en recherche, action, intervention, participation dans le comité pour nous donner son avis sur la gouvernance. Donc on voit ça aussi comme une expérimentation pour servir de ce terrain d'expérimentation pour aussi influer éventuellement d'autres organisations. Et juste pour terminer, sur la spécificité dans notre secteur, qu'est-ce que ça change pratiquement ? Aussi 2-3 mots. Nous, ce qui est intéressant, c'est que on se demande parfois ce que ça change. Donc là, j'ai essayé d'expliquer peut-être dans le business model, mais concrètement dans la stratégie de l'entreprise, beaucoup de choses ont été faites parce qu'on est une société à mission. Par exemple, le fait de se diversifier rapidement dans la formation d'autres structures d'aide à domicile qui pourraient être vues comme des concurrents, c'est clairement quelque chose qui a été drivé par la raison d'être. Parce que finalement, à un moment, on s'est dit, si on veut que le secteur change, même si nous, on fait une entreprise qui grossit très vite, on ne représentera jamais qu'un pourcentage très faible de ce secteur qui est énorme. Donc si on peut former d'autres structures pour qu'eux adoptent des modes d'organisation, des modes de management plus humains, plus responsabilisants, faisons-le. Donc ça a été naturel et c'était plus une logique de raison d'être qu'une logique purement business qui nous a conduit à faire ça. Un autre exemple, par exemple, moi je trouve qu'on gagne beaucoup de temps quand on cherche à piloter parfois l'entreprise par des choix de cohérence plus que par des indicateurs de performance. Dans le marketing, je raconte souvent ça, à un moment donné on faisait de l'achat de mots-clés pour faire connaître nos services auprès de bénéficiaires. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais acheter des 23 caractères sur Google pour dire qu'on est meilleur que les autres, on ne peut rien dire de ce qu'on pense de l'accompagnement des personnes âgées, de notre vision du métier. Est-ce que ça a du sens par rapport à notre raison d'être ? On s'est dit non, donc on ne va pas le faire. Par contre, faire du contenu pour expliquer notre vision du métier, est-ce que ça a du sens ? Oui. On s'est mis à faire beaucoup de contenu, notamment généré par les auxiliaires de vie. Et en fait, ça a eu finalement un impact très fort, pas tant sur le fait d'attirer de nouveaux bénéficiaires comme on le voulait, mais plus sur le fait d'attirer des organisations de notre secteur qui voulaient adopter notre modèle. Donc ça a eu un impact finalement qui n'était pas forcément celui qu'on avait prévu, mais qui est énorme parce que c'est ce qui tire aujourd'hui beaucoup la croissance de notre entreprise. Donc c'est plus une invitation parfois aussi, je pense que la raison d'être et cette aventure, c'est aussi l'occasion de sortir de raisonnements très cerveau gauche où on veut prédire cause-conséquence et de privilégier parfois des signes de cohérence à des indicateurs de performance, ça amène à des choix différents. Et un autre exemple, en ce moment, on va lancer une appli, par exemple, d'e-learning de formation. Dans notre secteur, l'e-learning est plutôt payant. Et nous, on sait déjà que, parce qu'on a cet engagement d'accès à tous, on sait déjà qu'il va y avoir une grande partie des contenus gratuits, parce qu'on se dit que s'il y a un coût marginal pour délivrer le contenu et qu'il y a 500 000 personnes à former dans notre secteur, on doit donner une grande partie gratuite. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher un business model avec de la formation certifiante, payante derrière. Mais le modèle freemium, on ne cherche même pas à analyser d'un point de vue d'efficacité économique si ça va être performant. On a décidé que de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire parce que c'était ce qui était cohérent par rapport à nos engagements. Donc c'est aussi pour montrer à quel point on peut prendre des raccourcis. Parfois, je pense qu'il y a des choses qu'on met beaucoup de temps à calculer dans plein d'organisations de calcul de performance qui en fait peuvent être tranchées par de la cohérence et avec des résultats aussi intéressants en termes d'impact. Et les modèles économiques, on les trouve généralement aussi quand on est cohérent parce qu'aujourd'hui, on est dans je pense, des secteurs où il y a tellement de recherche d'acteurs engagés auprès de toutes les parties prenantes, que ce soit les investisseurs, les clients, les gens qui viennent travailler, recherchent en fait de l'engagement, qu'en fait vous avez d'emblée souvent un avantage compétitif à montrer votre engagement. Je m'arrête là, c'est bon le timing ? C'est super, merci. C'est passionnant. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions sur l'outil si vous pouvez, et à la fin, on les dispatchera autant que possible. Merci Guillaume. Pauline, je vais faire court. Tu avais déjà créé une entreprise très connue en 1999, 1001 listes. Et en 2014, tu as co-créé le service deuxièmeavis.fr dans le cadre de l'entreprise Cariance dont tu vas nous parler et dont tu es présidente. En très court, c'est un service en ligne qui permet aux patients confrontés à une maladie grave d'obtenir un deuxième avis médical auprès d'experts de haut niveau. Ce que j'exprime n'est pas une mission. On est bien d'accord ? Je vais te laisser le faire. Je ne vais pas répéter les questions. Vas-y. Ok, bonjour à tous. Effectivement, nous, on est parti du constat qu'il y a une grande inégalité en santé dont on parle peu, qui est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale en cas de problème de santé sérieux. Parce qu'évidemment, l'accès aux meilleurs médecins est souvent le privilège de quelques-uns, comme vous et moi, qui habitent au bon endroit, qui ont un bon réseau médical.
et qui n'ont pas de problème de mobilité. Et donc voilà, c'est l'origine du service, c'est notre volonté de trouver une solution pour permettre à tous les patients d'accéder facilement et rapidement à l'expertise médicale, sachant que les délais d'engorgement de consultation physique peuvent parfois excéder 6 mois, voire plus, et donc pas forcément compatible avec une prise de décision médicale importante. Alors pourquoi l'entreprise à mission ? Déjà, vous l'avez compris, de façon inhérente, en tout cas, on a une mission, une volonté de réduire les inégalités territoriales et sociales. Et donc, on s'est quand même posé au départ les questions, c'est est-ce qu'on va le monter en forme associative ? Et là, assez vite, on s'est dit que non, parce que ça nécessitait un vrai investissement et que c'est quand même très difficile de lever beaucoup d'argent dans un cadre associatif. Et puis qu'il fallait absolument, pour être pérenne et puis avoir de l'impact, qu'on ait un modèle économique avec, dans la durée et pouvoir réinvestir. Donc, on a fait aussi très vite le choix de l'entreprise, et aussi parce que fondamentalement, on est persuadé que l'entreprise, là aussi, c'est ce qu'a dit Guillaume, est force de transformation de la société. Donc, on est convaincu que l'entreprise a un rôle à jouer, et c'était comme ça qu'on voulait le monter. Après, c'est posé la question du statut, effectivement de cette cohérence. Puis je crois qu'on est très proche de tout ce qui a été dit. Donc, est-ce que on est une entreprise à impact social ? Donc, la première chose, c'est d'avoir cherché des actionnaires en cohérence avec nos valeurs. Donc, on est allé chercher et on a choisi plutôt des fonds à impact. Et aujourd'hui, on a 3 fonds à impact dans notre capital. Donc, Investir et Plus, Citizen Capital, Colam Impact, et d'autres fonds qui partagent complètement les valeurs qu'on a. Ça, c'est important pour toutes ces cohérences et ces choix, parce que dans une société, et surtout en période de création, on a vraiment plein d'alternatives possibles. Et dans le cadre de deuxième avis, par exemple, Second Medical Opinion existe évidemment aux États-Unis, existe dans d'autres pays. Mais vraiment, alors que le service est le même, c'est permettre d'accéder rapidement à un haut niveau d'expertise médicale, les autres sociétés, entreprises qui existent, c'est un service extrêmement cher pour des happy few. Donc c'est vraiment pour des comités de direction, pour des assurances, mais donc la surcomplémentaire qui coûte une fortune, ce qui était l'inverse de notre ADN et de notre mission. Donc la mission qu'on a formulée de permettre à tous les patients d'accéder rapidement et facilement à un haut niveau d'expertise médicale en cas de problème de santé complexe. Donc effectivement, c'est très structurant et ça nous a vraiment permis de faire un choix. Après, c'est posé la question du label, après des actionnaires. Est-ce qu'il en fallait un ou pas ? Et notamment, on a beaucoup réfléchi, ESUS ou pas. Et à ce moment est arrivée l'entreprise à mission. Et donc, on avait plutôt décidé pas de label, puisque, encore une fois, pour avoir de l'impact, on voulait surtout mettre toutes les chances de notre côté et donc ne pas être contraint. On sait très bien que les levées de fonds, c'est un peu compliqué et on ne voulait pas être contraint. On voulait quand même se donner les chances d'avoir des fonds d'investissement en deuxième, troisième levée de fonds, pas forcément que à impact, si ce n'était pas possible. Bon, et donc, on avait plutôt refusé le statut d'ESUS. Et entreprise à mission, ça nous a paru non seulement pas très contraignant, et par contre très inspirationnel. Et surtout, cette notion de partie prenante et de transformation, non pas de sa société, mais de tout un secteur. Enfin, évidemment, pas à notre niveau, mais exactement comme disait Guillaume, en montrant l'exemple, en étant innovant, et puis en associant les parties prenantes dans sa gouvernance, on entraîne de fait, on fait poser des questions à tout un secteur et on entraîne de fait tout un secteur. Et donc ça nous paraissait très, très, très intéressant, très nouveau, et donc quelque chose d'entraînant et de pas forcément contraignant.
Voilà, donc voilà pourquoi l'entreprise à mission. Et puis après, assez logiquement, donc la mission, elle est très inhérente à notre projet. Mais par contre, au départ, comme on l'a inscrit très vite dans les statuts, on était les trois cofondatrices. Donc ce qui est important, c'est en marchant, j'ai envie de dire, de re-questionner la mission régulièrement, et notamment avec les équipes. Aujourd'hui, on est 20. Ça va être, on a fait le travail de re-questionnement avec les équipes. On garde la même mission. On a traduit très vite cette mission en engagement, donc en objectifs. Nos objectifs, je peux les traduire en 3 grandes parties. D'abord, c'est la qualité des soins. Si je devais donner un indicateur de qualité des soins, c'est, par exemple, on évite des opérations inutiles. On mesure la convergence, la divergence par rapport à un premier avis. L'autre indicateur, c'est cette réduction d'inégalités sociales et territoriales. Donc, on fait très attention dans nos indicateurs à se fixer un objectif de CSP, de ne pas avoir que des CSP+, et d'aller chercher quelque part des gens qui spontanément seraient pas allés chercher ce haut niveau d'expertise médicale. On s'assure aussi qu'il se trouve que 50% de nos bénéficiaires proviennent de déserts médicaux. Mais par exemple, l'an dernier, on a eu un surplus de CSP+, et par exemple, les patients en situation de handicap avaient un peu baissé. Or, le fait d'être en chemin vers la société à mission, d'avoir ces objectifs, fait qu'on se bouge pour aller chercher des partenariats pour se faire connaître auprès de ces populations fragiles. Et alors que c'est pas, on ferait complètement différemment si notre objectif c'était d'offrir le service au Happy Few. Et donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc on a inscrit notre mission, notre raison d'être dans nos statuts. On l'a questionné déjà à plusieurs reprises avec les équipes. On l'a traduit en engagement, en indicateur d'évaluation. Et aujourd'hui, il faut qu'on continue notre comité de mission. Alors, on a pris un peu de temps parce que, ce que je disais à Emery tout à l'heure, c'est vrai qu'au départ, toujours avec cette idée de transformation en profondeur de la société, la santé, c'est quand même très politique. Et donc, moi, dans notre idée, on voulait avoir dans notre comité de mission la sécurité sociale, les représentants de médecins, donc des URPS ou des syndicats, que ce soit très symbolique. Bon, on s'aperçoit que ça ne va pas forcément être possible tout de suite. Donc, on va créer un comité de mission, alors évidemment avec toutes les parties prenantes qui sont des représentants d'associations de patients, de médecins généralistes, de médecins spécialistes, de médecins experts, de mutuelles, d'établissements, évidemment de salariés, mais pas forcément au niveau, j'ai envie de dire, à des niveaux politiques ou syndicaux, mais peut-être au départ au niveau individuel. Et on est persuadé que finalement, petit à petit, ce sont eux aussi qui vont connaître, parce que la société à mission l'entreprise mission est encore très méconnue, et en tout cas dans le monde de la santé, mais je crois à peu près un peu partout. Et donc, au fur et à mesure, faire des émules. Et déjà, on a un de nos actionnaires qui est un réseau de soins, et qui, puisque effectivement, quand on a proposé, on a dit qu'on voulait vraiment devenir société à mission, du coup, qui a été, qui connaissait pas, et qui a décidé de devenir société à mission. Donc, elle est en chemin, ils sont en chemin aussi pour devenir société à mission. Donc voilà. Super, merci Pauline. J'enchaîne un peu vite. N'hésitez pas à poser vos questions pour Pauline. Emery, je vais faire court, mais c'est difficile de faire court. Merci. Tu es entrepreneur depuis toujours. En 2009, tu as fait le pari de reprendre la Maïf qui était en liquidation. La Camif. La Maïf, c'est pas tout de suite. La Camif. 2020, d'après la Maïf. 2020. Qui était en liquidation. Oui, pardon. Et tu l'as faite... Ségolène Royal avait fait la Massif à l'époque. J'ai tout pardonné. Avec des partis pris très audacieux, notamment en optant pour un modèle d'impact. Et alors que tu cherchais à la développer plus loin que son portefeuille de clients historiques, tu t'es intéressé au modèle de l'entreprise à mission, à son ancêtre, très tôt, en travaillant notamment avec les chercheurs des mines.
Voilà. Et tu as engagé la CAMIF dans ce chemin et tu as cofondé la communauté des entreprises à mission, etc. Bref, les mêmes questions que pour Pauline et Guillaume, avec cette particularité qui est que c'est quand même une transformation. Donc, c'est ça surtout que... Moi, ce que je trouve intéressant, finalement, dans le modèle de l'entreprise à mission, de la société à mission telle qu'elle existe aujourd'hui dans la loi PAC, c'est que c'est un formidable cadre qui vraiment permet de structurer la démarche d'impact, la démarche de l'entreprise contributive. Moi, je crois que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation qu'on ait à disposition pour résoudre les désordres, les enjeux qui sont devant nous, qui sont des enjeux sociaux et environnementaux, et qu'on a la chance en France d'avoir ce cadre. Et moi, j'ai eu la chance en 2013, donc assez tôt, de rencontrer l'équipe des chercheurs des mines, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu. Ils étaient convaincus et portaient cette vision que l'entreprise ne peut pas se résoudre à être une boîte à partager le profit et qu'elle a un rôle, une utilité dans la société. Et j'ai fait un peu le cas d'école de l'école des mines pour justement, au-delà d'avoir mis en place et remis en place la CAMIF sur un modèle d'impact positif, d'abord pour son territoire à Niort où on a relancé la CAMIF, mais aussi pour son écosystème de fabricants, puisqu'aujourd'hui on travaille avec 73% de notre chiffre d'affaires est fait avec une centaine de fabricants français dans l'équipement de la maison. Il nous semblait essentiel, avant d'aller chercher des nouveaux clients, de comprendre quelle était notre raison d'être, à quoi on servait, quelle était notre mission, quel était le sens du projet de l'entreprise. Et ce qu'apporte la première chose qu'apporte cette réflexion, c'est une question assez existentielle. À quoi on sert ? À quoi sert notre entreprise ? Et moi, j'ai considéré que je n'étais pas à même d'y répondre, parce qu'une entreprise, elle n'appartient pas à ses actionnaires, elle appartient à toutes les parties prenantes qui forment ce projet collectif dont tu parlais, Élodie. Elle appartient à ses clients, à ses salariés, à ses fournisseurs, à son territoire. Et donc, au fond, c'est ce qu'on a commencé à faire avec l'école des mines. J'ai pris une doctorante des mines et je lui ai dit, tu vas interroger toutes les parties prenantes de l'entreprise pour savoir à quoi on sert et quel est le sens et quelle est la valeur en fait que crée l'entreprise pour chacune des parties prenantes. Et cette vision un peu à 360 degrés, elle est très intéressante et elle a nourri notre réflexion. On a mis en place tout de suite, au début de la réflexion en 2013, un premier groupe de travail qu'on a appelé la cellule OSE, la cellule à l'objet social étendu, et avec comme première mission de définir la mission de l'entreprise. Et donc on a mis 2 ans et demi pour formuler notre mission, qui tient en 2 phrases. Je ne sais pas si tu les as affichées ou pas, mais tu peux les afficher, Élodie. Et 2 ans et demi, c'est long, mais en fait c'est extrêmement important, me semble-t-il, de prendre le temps de bien définir à quoi sert l'entreprise. Chaque mot compte. Et puis cette mission, une fois qu'on a défini cette raison d'être, c'est bien, mais il faut la traduire en engagement pour qu'elle soit un vecteur de transformation en profondeur des pratiques de l'entreprise. Et avec cette mission-là, en fait, ça nous a mis sur le chemin de réinventer notre métier. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de passer de distributeur à éditeur. On a lancé, par exemple, en 2017, juste après avoir inscrit cette mission dans nos statuts, un projet qui s'appelle CAMIF Édition, qui consiste à concevoir, à co-concevoir avec des experts d'économie circulaire, avec des designers, avec des fabricants français et avec des collaborateurs de CAMIF, les produits pour qu'ils s'inscrivent vraiment dans cet engagement qui est le nôtre, qui est celui de faire de l'économie circulaire notre standard. Donc cette réflexion, elle prend du temps. Elle a été guidée par, évidemment, comment on redonne du sens, et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que 80% de nos clients ne sont pas les anciens CAMIF qui étaient instits à la retraite un peu historiques, mais sont des nouveaux consommateurs comme vous et moi qui sont en quête de sens. Et je pense que c'est principalement le principal bénéfice, que ça redonne du sens au projet de l'entreprise. Moi, je dis souvent, la RSE, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Et ça le fait en alignant à la fois la conviction du dirigeant, les énergies à l'intérieur de l'entreprise et puis également le projet de l'entreprise. C'est un levier d'engagement pour les collaborateurs. On arrive à attirer des talents jusqu'à Niort, pour vous dire, et qui rejoignent aujourd'hui le projet CAMIF parce que ça leur parle, parce que la mission leur parle. Et ça, c'est formidable. Après, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, dans un monde hyper concurrentiel, nous, on est sur un marché qui n'est pas très concurrentiel, celui du e-commerce, Google, Amazon, Alibaba, etc. Mais si on existe encore, c'est justement parce qu'on réussit à prouver notre utilité, notre singularité. Et je pense que c'est ce qu'apporte également ce cadre d'entreprise à mission, cette singularité qui est la nôtre, qui est spécifique à chaque entreprise et qu'on se doit de prouver et d'évaluer régulièrement.
Et alors pour évaluer, donc on a mis en place ce comité de mission qui s'est enrichi. Hein, comme toi, on a démarré avec 4-5 personnes, puis aujourd'hui il y a des représentants de fournisseurs dans le comité de mission, on a des représentants des salariés, représentants... alors on cherche encore la façon de représenter les clients dans le comité de mission, mais on va y arriver. Des représentants des actionnaires et puis également des experts du sujet. Et ce comité de mission, il a vocation à pouvoir évaluer régulièrement et faire des recommandations aux dirigeants, à l'entreprise sur comment elle peut aller encore plus loin, accélérer encore plus sur sa contribution et sur ses engagements. Et enfin, l'évaluation et le fait de le faire régulièrement, c'est aussi une façon de se mettre dans une démarche de progrès. Nous, alors je pense qu'on ne peut pas tout évaluer, ce que tu disais aussi Guillaume, tout ne se traduit pas en indicateurs. Il y a des indicateurs. Alors nous, par exemple, on a été chercher une étude d'impact pour notre engagement numéro 1 qui est de dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. On a cherché une étude d'impact pour voir notre empreinte sociale et on peut mesurer aujourd'hui que pour un emploi créé à la Camifanior, on soutient directement 14 emplois en France, ce qui est énorme dans le secteur de la distribution, de par notre engagement. Et au-delà de ces indicateurs d'évaluation, il y a également des actions concrètes. Alors le projet Camify Édition, c'est une action concrète, mais également des renoncements. Et je pense que c'est aussi important de dire que l'entreprise à mission, c'est pas le business comme on l'a toujours fait, mais c'est aussi savoir se remettre en question et s'aligner progressivement. Et le travail d'alignement prend du temps. Et des renoncements, on en fait, on en a en cours. Notre plus gros renoncement, c'est celui que j'ai imposé à mes actionnaires une semaine après avoir inscrit les statuts de la mission dans les statuts en 2017, quand on a boycotté le Black Friday, qui était le meilleur jour du e-commerce, qu'on a fermé le site et que j'ai dit à mes actionnaires, oui, on va fermer le site. On passe des petits moments sympathiques, des petits moments de solitude comme ça de la vie du dirigeant, mais je pense que ça incarne bien l'idée que cette mission, elle vient vraiment en profondeur transformer l'entreprise. Et là, on a pu faire passer notre message, celui d'une consommation responsable, qui est au cœur de notre mission, montrer qu'on peut consommer moins, mais qu'on peut du coup consommer mieux. Et ce message, on l'a refait passer en 2018, on l'a refait passer en 2019. Et au début, les actionnaires étaient assez réticents, je ne vous le cache pas, parce qu'évidemment, ça détruit de la valeur à court terme. Mais, et c'est le rôle du dirigeant aussi, me semble-t-il, il faut aujourd'hui changer de lunettes. Si on regarde que les bidas à 3 mois, on ne changera pas l'entreprise. Et donc, le dirigeant, celui qui arrive à engager toutes ses parties prenantes dans ce chemin qui est passionnant, qui est celui de l'entreprise à mission, il va progressivement faire changer de lunettes et on aura des verres progressifs, comme j'ai fait moi cet été, j'ai mis des verres progressifs. Donc, je vois de près, oui, ça c'est vrai, mais je vois aussi de loin. Et de loin, je vois des critères sociaux, des critères environnementaux et je ne vois pas à 6 mois, mais je vois à 3 ans ou à 5 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'impact, par exemple, de la crise, on voit aujourd'hui que l'entreprise à mission est clairement offre un effet de résilience aux entreprises à mission. En ce qui concerne l'activité Camif pendant la crise du Covid, on a fait 110% de croissance. Donc, on voit que là, oui, ça fonctionne. Et cette croissance, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, les citoyens, les consommateurs, les collaborateurs, et tout ça, c'est la même personne, ils veulent changer de modèle, ils veulent changer de monde. C'est ce qui est en train de se passer. L'entreprise à mission et l'entreprise qui saura prouver son utilité pour la société, c'est l'entreprise de demain et il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Voilà, bon, je fais court. C'est super. Alors, je regarde l'outil. Il y a différents types de questions. Alors, il y a des questions sur la création d'entreprise. Je propose qu'on en parle en dehors pour ceux que ça intéresse, parce que c'est un sujet très particulier. Et j'ai l'impression que c'est un peu du cas par cas. Je vois 2 questions sur la société à mission et l'ESUS, qui s'adressent à toi, mais je pense peut-être aussi à toi, Pauline. Question, pourquoi le choix d'un statut avec mention société à mission en parallèle de l'ESUS ? Et il y a une deuxième question qui vient de bouger. Quelles contraintes dans l'ESUS qu'il n'y aurait pas dans la société à mission ? Guillaume, est-ce que tu te sens de répondre ? Oui, moi je ne l'ai pas précisé, mais nous on est ESUS et société à mission, on est bilingue, double diplôme. Mais ESUS, en fait, ESUS et société à mission sont deux statuts pour ESUS et qualité pour société à mission, deux systèmes qui viennent de 2 traditions différentes. ESUS vient de l'économie sociale et solidaire, qui sont les associations et les coopératives au départ, et on a dit
est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un peu des valeurs de l'économie sociale et solidaire et les appliquer aux entreprises? Et donc, on a dit, il faut, pour qu'une entreprise soit entreprise solidaire d'utilité sociale en 2014, il faut qu'elle ait une lucrativité limitée. Donc, lucrativité limitée, c'est pas plus de 50% des bénéfices sous forme de dividendes, pas plus d'1 à 10 en échelle de salaire. Il faut qu'elle ait une gouvernance partagée et un objet aussi qui soit plutôt qu'elle montre qu'elle a un impact positif sur la société. Et puis, société à mission, c'est venu plutôt des entreprises capitalistes de capitaux qui ont décidé qu'il fallait créer un modèle plus pour l'ensemble des parties prenantes et pas que pour les actionnaires. Maintenant, nous, ce qu'on observe, c'est que ESUS, c'est très intéressant, mais c'est un peu un côté binaire. On est d'un côté, on est de l'autre. Il n'y a pas la démarche d'amélioration continue, d'avoir un organisme tiers indépendant qui vient voir comment marche le comité, notamment de parties prenantes. Il n'y a pas non plus sur c'est gouvernance partagée, mais c'est très vague. Donc nous, on est ESUS, on est content de l'être parce que ça permet au moins sur le partage de la valeur, lucrativité limitée, d'être très clair et de dire, bah oui, on a un engagement social vraiment fort, y compris sur la rémunération des dirigeants, etc. Donc dans notre cas, dans notre secteur, on pense que c'est important parce qu'on a une cause qui est la valorisation d'un métier, donc c'est pas forcément on a besoin d'être alignés tous ensemble là-dessus, mais on a trouvé que c'était intéressant. Mais Société à mission est extrêmement complémentaire parce que ça guide vraiment sur la gouvernance pour l'ensemble des parties prenantes, l'évaluation, le tiers indépendant qui va nous évaluer. Donc voilà, moi je pense que les deux sont complémentaires aujourd'hui. Est-ce qu'un jour ils convergeront? Ça, c'est l'histoire qui le dira. Mais voilà, parce que c'est une question souvent récurrente, donc voilà ce que je peux dire. Mais après, chacun utilise les outils dont il a envie aussi en fonction des traditions dont il s'inspire. Super, merci. Alors, on n'a plus d'écran. Je ne sais pas s'il y a la personne qui est là, mais voilà. Dans les autres questions, alors il y en a une quand même qui revient, qui est sur la création d'entreprise, mais il y a quand même 4 likes. Donc, je vous propose d'y répondre en mode sondage, parce qu'en fait, mais bon courage. Lors d'une création d'entreprise, je précise entre parenthèses, donc outils industriels dont la mission tourne autour de la relocalisation et la revitalisation d'un territoire, conseillez-vous de créer directement la structure en société à mission ou bien de travailler sur la mission après que l'entreprise ait eu une période d'activité? En fait, c'est une question passionnante et je me suis dit que vous êtes tous entrepreneurs. Donc, en fait, c'est un peu sur le côté, mais c'est quand même une question clé. Je pense que Guillaume est très bien placé pour répondre parce qu'il a fait Ou alors vous du faites des likes, groupe de travail faites sur les un startups vote. à mission, parce que dans la communauté, il y a des groupes de travail. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite parce que chacun fait ce qu'il veut et que la loi n'est pas très directive. Nous, on a effectivement fait un groupe de travail avec des entreprises plutôt en création, en développement. Et en fait, on se rendait compte que certaines naissait en réalité autour d'une raison d'être très claire et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup se creuser la tête pour la faire figurer, même si elle peut effectivement évoluer une fois que l'entreprise s'enrichit de l'ensemble de ses parties prenantes. Mais en tout cas, qu'il y a une raison d'être claire au départ, donc autant l'écrire dans les statuts. Je veux dire, quand on crée une société, s'il faut le changer 2 ans après parce qu'il y a d'autres parties prenantes et que la raison d'être a évolué, c'est pas très compliqué. Donc, je ne vois pas ce qu'on perd à mettre une raison d'être dans ses statuts à la création, personnellement. Et c'est vrai que s'il n'y en a pas... Et je pense aussi que dans les phases de début, il peut y avoir des pivots... lorsqu'une entreprise change d'activité, etc. Et que la raison d'être peut être un élément qui aide à pivoter dans le bon sens et pas à se perdre aussi dans les pivots. Bon, même si là, c'est un outil industriel, il y a peut-être moins cette opportunité de pivot. Mais ensuite, effectivement, je pense que par contre, aller créer des organes de gouvernance, etc., quand l'entreprise est toute jeune, c'est peut-être pas nécessaire s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'actionnaires, notamment, etc. Enfin, voilà, mais je pense qu'il faut se sentir libre et qu'il n'y a pas de... On a la chance d'être à une époque où on a changé un peu le cadre, il y a un cadre nouveau et justement, il n'y a pas de recette toute faite. C'est ça qui est génial et donc chacun a la liberté d'expérimenter. J'ai pas de... Non, mais ça me paraît... je suis tout à fait en phase avec Guillaume. Et après, il ne faut pas se mettre trop de contraintes. Quand même, en création, il y a tellement de choses à faire et le chemin est ardu. Donc, voilà, inscrire la mission dans les statuts, ça me paraît important si on l'a dès le départ. Voilà, se constituer en société à mission tout de suite, pas forcément. Disons qu'il ne faut pas forcément se précipiter. Je pense que ce qui transforme, c'est vraiment le chemin. Et il y a une façon, enfin pour moi aussi, la société à mission, c'est une façon d'engager tous les collaborateurs dans le projet. Donc si on arrive dès le départ en disant la mission, c'est ça, les engagements, c'est ça, et le comité de mission, il va nous évaluer chaque année, c'est pas super inclusif comme démarche. Donc je pense qu'il y a un enjeu pour moi d'engager toutes les parties prenantes dans l'entreprise et du coup de cheminer avec elles pour définir ou co-créer un certain nombre de référentiels, le cadre du référentiel de société à mission qu'on veut se construire.
Alors, ça me fait rebondir sur la dernière question qui vient d'arriver. Il y en a d'autres, hein, désolé. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous serez disponibles à la sortie pour répondre aux questions des participants. Merci, c'est sympa. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, c'est pour tout le monde, pour vous trois, pour faire bouger votre écosystème? Certains acteurs ont-ils été hostiles à votre volonté de changer le secteur, enfin vos secteurs? Alors moi, je peux répondre. Le plus difficile, c'était le conservatisme et le corporatisme, moi, de certains médecins. Et donc, le deuxième avis, vous imaginez que voilà, c'est émettre potentiellement un doute sur le premier avis. Donc, nous, on a été lynchés par une partie de l'écosystème. Et puis, comme on sait que les politiques sont souvent très courageux, quand une partie de l'écosystème vous lynche pour des arguments pas forcément très bons, et d'ailleurs qui sont tous en train de sauter les uns après les autres, finalement, personne ne vous soutient. Donc, le plus dur, ça a été ça. Et là aussi, je pense que le fait d'avoir une mission extrêmement claire, d'avoir fait le choix dès le départ de s'adresser à tous les patients et non pas à la recherche d'un modèle économique pour des happy few, etc., fait qu'aujourd'hui, tous les arguments tombent et puis on commence à être vraiment maintenant cité en exemple par l'écosystème. Mais voilà. Ça a été... Moi, je dirais que le plus difficile, c'est d'inscrire la démarche dans le temps et de la tenir, parce que c'est une démarche qui prend du temps. Autant je pense qu'il y a urgence à se mettre en chemin, autant je pense qu'il faut vraiment prendre son temps pour bien définir sa raison d'être, bien la traduire en engagement, bien penser son comité de mission. Et pendant tout ce temps-là, il y a aussi le business qu'il faut continuer à développer. Donc, il faut prendre son temps. Et parfois, c'est difficile parce qu'on le voit dans la communauté des entreprises à mission. Il y a beaucoup d'entreprises qui, avec la loi Pacte, se sont un peu précipitées sur le sujet de la raison d'être parce que ça paraît facile, abordable, etc. Et qui sortent des raisons d'être qui sont un peu déconnectées de leurs pratiques, Et peut-être qu'il vaut mieux prendre le temps et avoir la sagesse de se dire alignons nos actions, nos actes, ce que l'on fait, commençons à faire les premiers renoncements qui sont nécessaires et en même temps structurons notre démarche. Parce que ce n'est pas une mode, quoi. C'est vraiment un sujet clé qui est au cœur de l'entreprise, qui doit être porté par le dirigeant. Parfois, il faut prendre des décisions courageuses parce qu'il y a une forme de radicalité dans l'entreprise à mission. Il peut apparaître des injonctions contradictoires entre l'exigence du court terme et celle du long terme. Et ça demande du courage au dirigeant qui doit embarquer ses actionnaires, qui doit embarquer toutes ses parties prenantes dans le projet. Il faut tenir, et c'est pour ça que mon meilleur conseil serait d'adhérer à la communauté des entreprises à mission. Non, mais je le dis. Merci, parce que... Oui. Ça tombe bien parce qu'on n'a plus de slide de la fin. Je ne vais pas faire de promo en particulier, mais il faut se nourrir de l'expérience des autres. Moi, j'ai été impressionné et marqué par le fait qu'il y a une diversité de chemins qui conduisent tous finalement à la même chose, une entreprise qui est plus contributrice. J'ai l'exemple de Nutricet qui a fait un peu le même parcours que nous à partir de 2013 avec l'école des mines, qui le patron avait sa raison d'être en tête. En 30 secondes, il avait mis la raison d'être dans les statuts. Nous, on a mis 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode? Non. Chacun a sa méthode. Mais il y a beaucoup de richesse au partage. C'est pour ça qu'on a créé cette association, pour offrir un cadre, pour partager et se nourrir aussi des travaux très riches de la communauté. Je vous invite à aller sur le site de la communauté pour voir les groupes de travail et les livrables qui sont faits, qui sont d'une grande qualité et qui aident véritablement tous ceux qui se posent des questions sur comment y aller. Voilà, allez voir sur le site. Il y a également un MOOC sur l'entreprise à mission. Enfin bref, beaucoup de contenu. Adhérer à la communauté, c'est une façon aussi de faire grandir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des convaincus qui se mettent à l'entreprise à mission, mais des entreprises bien classiques qui disent mais en fait, c'est la seule façon d'exister parce que dans 10 ans, si je n'ai pas fait le travail, je ne serai plus là. Ouais, je crois que le mot de la fin est fait et qu'on nous dit de partir. Merci à tous.